Moi, mon objectif ce soir, c'est de vous convaincre qu'il n'y a pas que les Liégeois qui sont gentils, mais aussi les agriculteurs, tous les agriculteurs du monde. En fait, depuis 10 000 ans, les agriculteurs du monde innovent. Ils développent de nouveaux systèmes. La prairie que vous voyez là, à côté de la ferme, elle est pâturée depuis 1000 ans. Et donc, génération entre génération, les agriculteurs perfectionnent leur système. En un siècle, en moyenne, ils augmentent de 10% la production de nourriture. Et ça s'est très bien passé. Et puis, au XXe siècle, il y a eu une révolution. Une révolution qui a commencé il y a exactement 100 ans. Parce qu'il y a 100 ans, on a développé le premier maïs hybride. Une plante capable d'assimiler beaucoup d'azote synthétique, d'azote chimique, mais pour laquelle il faut utiliser des pesticides, des insecticides, il faut mécaniser. Et grâce à ces nouvelles plantes, on a réussi, en 40 ans, à tripler la production mondiale de céréales. Tripler. Et donc, en fait, cette production mondiale de céréales, c'était une très bonne nouvelle. On s'est retrouvé dans une situation où, en fait, on pouvait, d'une part, assurer le bien-être des agriculteurs. D'autre part, assurer aux consommateurs une nourriture abondante et bon marché. Et finalement, donner à manger aux 4 milliards de personnes qui ont rejoint notre planète durant le XXe siècle. Donc, les nouvelles étaient extraordinaires. Tellement extraordinaires qu'aujourd'hui, un agriculteur canadien peut à lui seul nourrir 5000 personnes. Aujourd'hui, dans une ferme du Texas, où il y a 7000 vaches, on produit 150 000 litres de lait. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, 150 000 litres de lait. En fait, c'est ce que vous allez consommer dans cette salle pendant les 4 prochaines années. Au Texas, on produit ça en un jour. Donc, c'est un modèle extraordinaire. C'est une révolution. On l'a appelé cette révolution la révolution verte. Est-ce que cette révolution a concerné tous les agriculteurs du monde? Ben non. Elle a concerné surtout les agriculteurs du Nord et les agriculteurs d'Asie. Aujourd'hui, 80% des agriculteurs dans le monde sont des agriculteurs qui travaillent sur des petites surfaces, moins de 2 hectares, qui travaillent à la main avec une houe, comme vous voyez ici. Ces agriculteurs, eux, ne peuvent pas nourrir des milliers de personnes, ils nourrissent une dizaine de personnes. On se retrouve donc dans une situation où, au Nord, nous produisons en moyenne par personne 1000 fois plus que ce que produit un agriculteur du Sud. Vous imaginez l'inégalité qui s'est installée entre le Nord et le Sud. En plus, le miracle technologique du XXe siècle est devenu un désastre écologique. Aujourd'hui, les agriculteurs qu'on félicitait pour leur productivité à la fin du XXe siècle, on les accuse de tous les maux. Ils dérèglent le climat, ils détruisent notre santé, ils abîment notre eau, ils font disparaître la biodiversité. La trajectoire prise au XXe siècle n'avait pas pris en compte les impacts environnementaux. Et aujourd'hui, il y a une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que cette trajectoire n'est pas la bonne pour l'agriculture. Il faut qu'on trouve un autre chemin, parce que ce chemin, il n'est pas tenable au XXIe siècle, vu les problèmes climatiques, vu la limitation des ressources. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un autre modèle, et heureusement, on a trouvé un autre modèle. Cet autre modèle, il vient en fait du Sud, des paysans du Sud, et il porte un très beau nom, il s'appelle l'agroécologie. L'agroécologie, ça veut bien dire ce que dit le nom, ça veut dire faire de l'agriculture et en même temps de l'écologie. Ça veut dire, contrairement au modèle du XXe siècle, non plus maîtriser la nature, mais être l'allié de la nature, travailler ensemble, imiter les systèmes naturels, comme ici dans le cas de l'agroforesterie. Essayer de profiter au maximum des services que peuvent nous fournir la nature. Et c'est un modèle qui fonctionne. C'est un modèle qui a été défini au tout début, il y a une trentaine d'années, en Californie, qui est arrivé en Europe il y a 10 ans. Avec d'autres chercheurs, nous avons été fascinés par ce modèle. Sont venus s'ajouter des ONG, la société civile. Aujourd'hui, chaque année, 1000 personnes se réunissent sous la bannière d'un projet qui s'appelle Agroecology in Action. C'est un modèle qui a même convaincu des ministres, il faut le faire, notamment le ministre français de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui en a fait un projet pour la France. Donc c'est vraiment une trajectoire prometteuse pour l'agriculture. Et pourtant, je ne vais pas vous parler de ce modèle. Je ne vais pas vous parler de ce modèle parce que 10 ans après, en fait, la consommation de pesticides en France a augmenté de 13%. 10 ans après, très peu d'agriculteurs ont adopté le modèle de l'agroécologie. Alors comment c'est possible qu'on ait un modèle qui fonctionne et que personne ne l'adopte?
En fait, c'est parce que les agriculteurs, aujourd'hui, ne sont plus en capacité de faire fonctionner leur système. Ils n'ont plus de pouvoir de décision. Ce n'est pas eux qui décident des prix, ce n'est pas eux qui décident de ce qu'ils produisent. Et donc, ils sont complètement dépendants d'un système qui est dominé d'une part par les firmes de l'agrochimie et d'autre part par les firmes de l'agroalimentaire. Et pour mieux vous faire comprendre ça, je vais prendre deux exemples. Ce sera peut-être plus rapide et plus sympa pour vous. Le premier exemple, il concerne le blé. Tout le monde connaît le blé, et quand vous pensez au blé, automatiquement, vous pensez au pain. Blé, farine, pain, c'est une trilogie qui remonte à l'enfance, ça fait partie de notre culture et de nos connaissances. Aujourd'hui, en Wallonie, on produit 1 700 000 tonnes de blé. 1 700 000 tonnes de blé, qu'est-ce qu'on fait avec ce blé? On fait du pain. Eh bien non. En fait, aujourd'hui, en Wallonie, on fait du pain seulement avec 9% du blé. Attendez, ça va se faire. Voilà. Avec 9% de nos céréales, on fait du pain. 9%, alors que si l'on voulait être autosuffisant, il faudrait utiliser 28% de nos céréales pour faire du pain. Alors que fait-on avec les autres 91%? Avec les autres 91%, on fait en fait des aliments pour animaux, en majorité, des biocarburants, notamment ici tout près à Biowans, et ce qui reste, les 13% restants, on l'exporte. Donc le choix que le système a fait par rapport aux céréales, ce n'est pas de les consacrer à la fabrication d'un aliment, mais c'est de les dispatcher entre ces différents usages. Avec comme conséquence qu'aujourd'hui, un agriculteur wallon pourrait nourrir 1000 personnes, mais en réalité, il n'en nourrit que 200. Ce n'est pas sa volonté, c'est la volonté du système. Parce qu'en plus de ce côté un petit peu aberrant de l'utilisation des céréales, l'agriculteur lui-même, quand il amène sa benne de blé, il est incapable de savoir où elle va terminer, si elle va terminer dans un pain ou dans un biocarburant. Je vous ai promis deux exemples. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est la question du lait. En fait, le lait, être éleveur et producteur laitier, c'est vraiment un boulot très dur. Il y a ma petite machine qui ne va plus fort. Voilà. Être éleveur et producteur laitier, c'est vraiment un boulot très dur. Chaque jour de l'année, vous devez traire vos vaches matin et soir. Chaque jour. Même la Noël, même le 11 novembre, vous devez traire les vaches. Et quand à la fin de l'année, les agriculteurs laitiers font leur compte, en moyenne, ils n'ont rien gagné. Rien du tout. Et les années où les prix sont mauvais sur le marché mondial, parce que c'est le marché mondial qui détermine les prix, ils peuvent même avoir perdu de l'argent. Et donc, ils ont travaillé toute une année, tous les jours de l'année, et ils n'ont rien gagné à la fin de cette année. Alors, comment c'est possible qu'ils continuent? Mais en fait, ils continuent grâce à vous. Grâce à vous, parce que vous êtes les magiciens qui leur permettent de continuer à faire du lait. Vous êtes des magiciens parce que vous donnez, chacun d'entre vous, chaque Européen, donne 100 € par an pour la politique agricole commune. Et ces 100 € par an, ils sont là pour subsidier l'agriculture. Et donc, en fait, les agriculteurs laitiers, ils gagnent leur vie uniquement en Wallonie sur base des subsides. 100% de leurs revenus, ce sont des subsides. Si on extrapole à l'échelle européenne, 41% du revenu de l'ensemble des agriculteurs en Europe, c'est du subside. Donc voilà le système dans lequel on est. Alors grâce à ces subsides, grâce à cette politique agricole, on produit de plus en plus de lait. C'est génial. On en produit même tellement qu'on ne sait plus quoi en faire et donc on doit l'exporter. On l'exporte vers l'Afrique et maintenant on commence à l'exporter vers la Chine. Alors ce lait, je l'ai retrouvé. C'est le européen qu'on exporte, je l'ai retrouvé à Kaya, au Burkina Faso, où j'étais cette semaine. Et à Kaya, le lait européen arrive. Bon, il a fait pas mal de chemin. D'abord, on a dû le sécher pour le transformer en poudre. Puis, il a fait 5000 km en bateau pour arriver à Dakar. Puis, de Dakar, 2300 km pour arriver à Kaya par le camion. Et quand il arrive à Kaya, ce lait, il est vendu 45 cents du litre. 45 cents du litre, c'est le prix auquel Kossam Badio, que vous voyez ici, on va mettre la photo de Kossam, il est souriant, mais il a un peu les boules. Parce que lui, 45 cents du litre, c'est le prix auquel lui achète le lait aux producteurs locaux. Il doit encore le transformer, le distribuer dans des petites poches plastiques comme ça, et donner encore un petit peu d'argent aux marchands. En gros, son lait, il le vend 70% sur le marché, à 70 cents sur le marché. Vous imaginez qu'aujourd'hui, parce qu'on surproduit du lait en Europe, on appauvrit et on empêche le développement des filières laitières dans le Sud. On est dans une situation paradoxale
où, contrairement à ce qu'on vous fait parfois croire, produire plus ne permet pas de nourrir la planète. Aujourd'hui, il y a largement de quoi nourrir l'ensemble des personnes qui vivent sur Terre, mais le gros problème, c'est qu'une partie des paysans de la planète sont parmi les plus pauvres et souffrent de la faim. Et ces paysans, ils sont tués par un système qui, en fait, exporte leur surplus vers leur pays et empêche le développement de leur filière. Donc, si vous voulez retenir une chose, c'est plus on produit au nord, plus on appauvrit le sud. C'est ça, la vraie équation. Et donc, et ça, ce n'est pas la volonté des agriculteurs du nord, qui sont dépendants des subsides. Ce n'est sûrement pas la volonté des agriculteurs du sud. En fait, les agriculteurs du nord et du sud, ils sont en compétition. On les oppose les uns aux autres sans qu'ils ne l'aient jamais voulu. Ils sont un peu comme des joueurs de kicker, vous dites à Liège, je crois. Des joueurs de kicker qui sont en train d'être fixés sur des barres et qu'on fait jouer l'un contre l'autre en laissant tomber toute solidarité entre agricultures. Ils sont mis en compétition. Et donc, on est dans une situation assez désespérante. On m'avait dit avant de venir, tu vas faire un TEDx. Un TEDx, ça doit être un moment inspirant. Je ne suis pas sûr que je vous ai inspiré jusqu'ici, j'ai plutôt l'impression que je vous ai désespéré. Et donc, il va me rester 5 minutes, 6 minutes en fait, pour essayer de vous convaincre qu'on a un rôle à jouer par rapport à ça et qu'on peut arriver à développer une autre vision de l'agriculture, un autre modèle. Je ne vais pas beaucoup vous parler des solutions, parce que les solutions techniques, elles existent, les trajectoires, l'agroforesterie, j'en ai déjà parlé, d'autres, les circuits courts, l'agriculture biologique, sont vraiment des trajectoires prometteuses. Mais vous l'avez compris, le problème, ce n'est pas tellement d'avoir des solutions, le problème, c'est que ces solutions se mettent en place dans la société. Alors, la première chose à dire, c'est que l'agriculture basée sur le pétrole, on a une bonne nouvelle. L'agriculture dont je vous ai parlé au début, basée sur le pétrole, les pesticides et insecticides, elle n'en a plus pour 50 ans. De toute façon, elle va disparaître, parce qu'on n'a pas les ressources pour maintenir ce type d'agriculture. Toute la question aujourd'hui, c'est de savoir comment on va faire la transition entre ce modèle qui n'a aucun futur et un nouveau modèle. C'est ça la question d'aujourd'hui. Alors, en fait, on est un peu perdu, on ne sait pas comment faire. Quand vous êtes perdu, il y a 2 stratégies possibles. La première, c'est de commencer à marcher et de vous dire « je vais bien retrouver mon chemin à un moment ou à un autre ». C'est un peu la stratégie qu'adoptent certains qui développent aujourd'hui des nouveaux modèles sans savoir vraiment vers quel horizon ils se dirigent. De mon côté, j'ai choisi de me spécialiser dans la discussion de cet horizon, dans des scénarios pour le futur. Avec mon équipe, on a notamment établi des scénarios qui montrent qu'en Wallonie, on pourrait en 2050 se nourrir sur base d'un modèle où il y a 40% d'agriculture biologique et le reste est en agriculture respectueuse de l'environnement. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on établit des espèces de cartes qui permettent de voir où on doit aller. Il y a une carte dont on disposait, c'était celle de la Révolution verte, mais cette carte, elle est maintenant dépassée. Elle nous a amenés tout en haut des montagnes, mais aujourd'hui, on sait qu'elle nous conduit vers un précipice. Donc, il faut trouver de nouvelles trajectoires. Et ces nouvelles trajectoires, on peut les construire autour de 3 grands principes. Et pour chacun de ces principes, vous avez un rôle à jouer. Le premier principe, c'est changer les objectifs. Produire toujours plus, avoir une nourriture toujours moins chère, c'est impossible. C'est un chemin qui mène nulle part. Ce qu'il faut faire, c'est produire mieux et payer le juste prix. On le sait. Alors certains modèles se développent. J'ai parlé des circuits courts, l'agriculture biologique locale. Donc on a des modèles qui fonctionnent, mais ils restent à toute petite échelle. Et souvent, ils sont perçus comme des modèles pour privilégier. Et c'est peut-être un peu vrai. Alors, l'autre solution, c'est de se mettre au défi, de changer les objectifs, non pas à titre individuel, mais comme une société. En fait, nous sommes dans une société où nous sommes abreuvés de publicité, où nos choix de consommation, notamment alimentaires, sont totalement conditionnés. Je vous disais tout à l'heure que les agriculteurs ne savaient pas ce qu'on faisait de leur blé. Mais vous, savez-vous d'où vient le blé qui était dans votre pain ce matin? Savez-vous comment il est possible que l'on vous offre, à vous, des pizzas à 3 €? Ça vous paraît logique qu'on puisse faire une pizza pour 3 €? On ne sait pas. Et donc, la première étape, si on veut changer les objectifs, c'est de demander au système plus de transparence, de s'interroger individuellement ou collectivement sur la façon dont le système fonctionne aujourd'hui. Et au départ de ça, de fixer de nouveaux objectifs au système. C'est la première étape. Le second principe que je vous propose, c'est de changer de cible.
Aujourd'hui, et là je vais employer un mot plutôt bruxellois, les agriculteurs, ils sont un peu comme un Vogelpick. Ils sont la cible de toutes les attaques. Les agriculteurs, on les accuse de nous empoisonner, de ne pas respecter le bien-être animal. On leur demande d'arrêter d'utiliser des pesticides, comme si les agriculteurs étaient autonomes. En fait, si aujourd'hui on utilise des pesticides, notamment en pommes de terre, c'est parce qu'on a décidé d'exporter 85% des pommes de terre belges. Ce n'est pas un choix d'agriculteur, ça. C'est un choix d'une société. Et donc, la deuxième chose à faire, c'est changer de cible. Je pense qu'il n'y a aucun espoir si la société et l'agriculture s'opposent. Alors, il y a des agriculteurs qui vraiment sont des pionniers, qui ont développé des nouveaux systèmes. Avec ceux-là, on a plaisir à parler. Mais les autres, souvent on les méprise, souvent on les caricature. Je pense que la deuxième étape, c'est de réconcilier la majorité des agriculteurs avec la société. Pourquoi la majorité des agriculteurs? Parce que la majorité des agriculteurs, au quotidien, ils travaillent avec la nature. Et donc, ils ont envie, eux aussi, d'avoir des systèmes plus agroécologiques. Et s'ils ne le font pas, ce n'est pas par mauvaise volonté ou par incompétence, mais c'est parce qu'ils sont dans un système coincé par le surendettement, coincé par les modèles qu'on leur impose. Et donc, si nous, membres de la société civile, nous ne nous réconcilions pas avec les agriculteurs, jamais nous ne pourrons sortir de l'impasse dans laquelle nous a mis la Révolution verte. Le troisième et dernier principe, c'est un principe qui ça va vous étonner. J'ai vu il y a 3 ans un film. Ce film, vous l'avez peut-être vu également, il s'appelle Demain. Quand je suis sorti de ce film, j'étais en colère. J'étais en colère parce que dans ce film, on nous a parlé pendant 20 minutes d'agriculture. Pendant 20 minutes, on a vu des initiatives, des petites initiatives locales, et on n'a vu aucun agriculteur, ni agricultrice, aucun agriculteur, ni du Nord, ni du Sud. Comment peut-on parler d'agriculture si on ne parle pas d'agriculteurs? Donc moi, je n'ai rien contre les petites solutions, les petites initiatives. Elles sont très sympathiques et elles explorent des trajectoires nouvelles. Mais faire croire que des vedettes de cinéma reconverties vont nous nourrir, c'est un peu naïf. Ceux qui nous nourrissent et qui nous nourriront demain, c'est les agriculteurs d'aujourd'hui et de demain. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de participer à des petits pas, c'est sympa, mais en même temps d'essayer de voir large, de voir grand, d'essayer ensemble de changer le système dans lequel nous et les agriculteurs, nous sommes coincés. Ça va vous paraître impossible, vous allez dire, mais non, mais on n'y arrive déjà pas à petite échelle, comment est-ce que vous voulez qu'on y arrive à grande échelle? Bien, je vous donne un exemple qui m'a vraiment donné de l'espoir. Au début de cette année au Maroc, les citoyens, et on ne connaît pas l'origine du mouvement, les citoyens ont décidé de boycotter le plus grand groupe laitier mondial. Et quelques semaines après qu'ils aient commencé ce boycott, le patron de ce grand groupe, qui gagne plusieurs millions d'euros par an par ailleurs, est venu au Maroc et a négocié avec les Marocains en leur promettant une agriculture plus locale et une agriculture plus respectueuse des prix donnés aux producteurs. Donc je pense que c'est possible, je pense qu'il y a moyen de voir large. Et donc si on a une agriculture plus transparente, des systèmes plus transparents, une réconciliation, une nouvelle alliance avec les agriculteurs et qu'on se prend le problème à grande échelle, je pense qu'il y a un avenir pour l'agriculture. De toute façon, c'est une nécessité. 1 milliard de personnes aujourd'hui sur la planète vivent de l'agriculture et c'est avec eux et non contre eux que nous devons construire ensemble une nouvelle agriculture, une agriculture qui est plus juste, une agriculture qui est plus durable et une agriculture qui est plus belle. Merci.